Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre essentiellement à la 56e édition de la Foire internationale du livre qui se tient au Caire depuis le 23 janvier et doit durer jusqu'au 5 février. Et en fait, nous allons bien sûr passer en revue les détails de cette foire, de ces activités qui se tiennent en marge de la foire, des maisons d'édition, des écrivains et autres. Aussi, nous allons parler du ministère du Tourisme et des Antiquités qui est représenté par le Conseil suprême des Antiquités et l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme et qui ont participé justement au Salon international du livre dans sa 56e édition. Et aussi, il faut dire que les ministres de la Culture, Ahmed Hanno, et des télécommunications et des technologies de l'information, Amr Talat, ont assisté vendredi 24 janvier au lancement de l'application baptisée Kitab au livre. Et il faut dire que cette application vise à faciliter l'accès aux livres technologiques les plus récents. Et donc, les lecteurs électroniques qui peuvent faciliter le processus de lecture. Mais avant de commencer, il faut dire que le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, et le ministre irakien Mohammed Shia Al-Soudani ont co-présidé aujourd'hui à Bagdad la 3e session du Comité supérieur égypto-irakien. Cette réunion visait à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération économique entre les deux pays. Il faut dire que lors de la session, Dr Madbouli a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue irakien Abdel Latif Rachid, ainsi qu'au gouvernement irakien. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets régionaux avec un accent particulier sur la nécessité d'une coordination continue entre l'Égypte et l'Irak afin d'adopter des positions communes face aux défis actuels. Dr Madbouli a également exprimé la volonté de l'Égypte de soutenir les efforts de reconstruction en Irak en mettant à disposition l'expertise des entreprises égyptiennes dans des domaines tels que les infrastructures, le transport, le logement, l'industrie et l'agriculture. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre est rendu à Bagdad aujourd'hui et il y a eu des discussions, des pourparlers à l'échelle ou au niveau bilatéral et il y a eu plusieurs dossiers d'intérêt commun et plusieurs accords ayant été conclus. On aimerait jeter la lumière sur les axes, les principaux axes de cette visite. Alors, premièrement, il y a l'axe bilatéral entre les deux pays et cela était clair par la délégation égyptienne qui a accompagné son Excellence le Premier ministre, qui c'était une délégation plutôt économique, telle qu'on le voit des noms et des personnalités qui ont accompagné le Premier ministre. Et deuxièmement aussi, il y avait sincèrement le cadre politique, toujours entre les pays arabes. Alors, dans ce domaine-là, on a vu comment est-ce qu'il y a un point de vue commun, que ce soit irakien ou égyptien, sur la question palestinienne et les questions de la région en sa totalité. Et troisièmement aussi, il y a eu quelques pourparlers en ce qui concerne les projets tripartites. N'oublions pas que l'Égypte, l'Irak et la Jordanie font un bloc tripartite qui, aussi dans le domaine économique, pour pouvoir développer davantage les questions dont les trois pays ont besoin. Alors ça, c'est en gros, si on peut dire, les discussions les plus importantes qui ont été discutées. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une signature de à peu près 12 mémorandums d'entente entre les deux pays dans divers domaines. On a parlé de plusieurs domaines, notamment, comme j'ai dit, économiques, que ce soit dans le
le complètement électrique et d'autres sujets les domaines économiques en là. Le domaine de l'interconnexion électrique, transport, logistique, communication, technologie de l'information. Alors, il y avait plusieurs domaines, mais je pense que le plus important, c'est ce qui a été évoqué par les deux premiers ministres, que l'importance du secteur privé, certainement égyptien dans ce cas, dans l'économie irakienne, et que comment est-ce qu'on veut développer, malgré qu'il y a déjà des compagnies égyptiennes qui travaillent et il y a déjà des grandes compagnies égyptiennes qui fournissent déjà des services de qualité en Irak et qui bénéficient d'un soutien total du gouvernement irakien, mais le gouvernement irakien cherche davantage des compagnies égyptiennes pour l'aider à la reconstruction du pays. Sur le plan diplomatique, comment peut-on interpréter l'intérêt et l'importance de cette visite au niveau des relations diplomatiques? Alors, certainement, les relations entre les deux pays n'ont jamais arrêté, mais certainement ça, c'était le haut comité intergouvernemental entre les deux pays. Et cela, c'est périodique, mais ça aide à améliorer davantage les circonstances dans lesquelles travaillent les deux pays. Disons que cet événement sert à fournir le parasol sous lequel le secteur privé dans les deux pays pourra communiquer. Il y aura certainement des réunions entre les hommes d'affaires des deux pays pour pouvoir voir les secteurs dont l'Irak en a besoin pour qu'on puisse élaborer davantage ces domaines-là. Alors, c'est très important étant donné que l'Égypte toujours a aidé ses frères en Irak et même dans tous les autres pays de la région à développer leur économie avec l'aide et l'expertise de l'Égypte qui ne manque pas d'experts dans les divers domaines. À votre avis, ce rapprochement à cette période critique, compte tenu des circonstances géopolitiques du Proche-Orient, dans quelle mesure ce rapprochement est profitable pour les deux parties? Bon, malgré que la nature de la visite est plutôt économique, mais comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs domaines politiques dont on a parlé, je pense que le plus important, c'est de parler de la cause palestinienne. Et je trouve qu'il y a eu des points de vue identiques en ce qui concerne le droit du peuple palestinien à avoir son propre État sur les territoires et les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Cela a été souligné par les deux premiers ministres et qu'il est très important de garder et de préserver la paix dans la région et que certainement les efforts de l'Égypte a été toujours salués par l'Irak en ce qui concerne la cause palestinienne notamment et dans toutes les autres crises de la région du Moyen-Orient. Je pense que ça c'était le plus important qui a été évoqué par le Premier ministre irakien. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Passons à présent au volet culturel de cet événement annuel important pour les lecteurs, a priori, qui font déjà des listes avant la tenue de cette foire, mais aussi important évidemment pour les écrivains, pour les maisons d'édition, pour tous ceux qui y prennent part. Et il faut dire que c'est la 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire qui a ouvert ses portes le 23 janvier
80 pays, dont 1345 maisons d'édition et 6150 exposants sont présents dans cette édition organisée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette foire doit se poursuivre jusqu'au 5 février 2025. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur. Voyons les détails dans ce compte rendu. La 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire a ouvert ses portes le 23 janvier. 80 pays, 1345 maisons d'édition et 6150 exposants sont présents dans cette édition, organisée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et qui se poursuivra jusqu'au 5 février 2025. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur. L'inauguration a vu la présence des ministres de la Culture, Ahmed Hanno, des Waqf, Oussam Al-Azhari, de l'Aviation, Sameh El-Hifni, des Affaires législatives et politiques, Mahmoud Fawzi, de l'Éducation, Mohamed Abdel Latif, et de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Sherif Farouk. Plusieurs responsables omanais étaient également présents, dont Abdullah Ben Nasser El-Harasi, ministre de l'Information, Saïd Ben Sultan Al-Boussaïdi, secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, et son Excellence Abdullah Ben Nasser El-Rahbi, ambassadeur d'Oman au Caire. Ahmed Bahieddine, président de la Foire du Livre du Caire, était également présent. La foire est organisée par l'autorité égyptienne du livre au Centre international des expositions et a pour slogan « Lire, au commencement, c'était le verbe ». Le président de l'autorité générale du livre et chef de la 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire, Ahmed Bahey, a déclaré que cette édition constitue une véritable plateforme de dialogue culturel et d'échange de vues et d'idées à la lumière des événements mondiaux. Bahey a évoqué la tenue de nombre d'entretiens avec des écrivains, des intellectuels et des penseurs dans divers domaines culturels, en plus de la participation de 80 pays dans nombre de colloques et de manifestations culturelles portant sur les questions culturelles, stratégiques, sociales et religieuses. Il a affirmé que le grand nombre d'éditeurs, de pays et de penseurs participant à la foire encourageait les nouvelles maisons d'édition à rejoindre ce grand événement. Il a souligné le choix de 2 hôtes d'honneur pour les 2 prochaines éditions de la foire, dans une mesure unique qui confirme la responsabilité de la foire d'être une plateforme culturelle véritable et durable. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la Foire internationale du livre, nous avons le plaisir d'avoir en ligne professeur Dr Hoda Wasfi, professeur à la faculté des lettres à l'université de Ain Shams. Dr Hoda Wasfi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et très honoré. Docteur Hoda Wasfi, chaque foire a sa particularité, a ses activités et a son message aussi. D'après vous, quelle est la particularité de la foire de cette année? Je pense, je ne sais pas, mais je crois que la foire cette année a eu l'idée d'avoir, de mettre en relief 2 noms, l'un concernant, enfin, si je peux dire les adultes ou les grands noms, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelqu'un aussi, il y a Ahmed Moustadif pour, enfin, d'habitude, un nom d'habitude quand les noms quand les grands noms, et cette année, il y a eu un nom pour les enfants, la littérature enfantine, ce qui était très intéressant cette fois-ci, pour montrer dans quelle mesure les enfants tiennent maintenant un grand rôle dans la production littéraire des livres en Égypte. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur. Pourquoi le choix du sultanat d'Oman, ou quels sont les critères de choix de l'invité d'honneur? D'habitude, on focalise sur un nom en particulier pour être le nom qu'on présente, n'est-ce pas, comme figure culturelle pour le théâtre, pour la foire. Mais cette année, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a eu recours à 2 noms. L'un pour
les adultes, si j'ose dire, Ahmed Moussaïr. Et puis Ahmed Moussaïr, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un grand nom, c'est un grand scientiste, c'est un écrivain qui a toujours eu un intérêt pour l'écriture scientifique. Et puis il y a Fatma Madoul aussi qui a consacré le plus grand de son temps à écrire des livres pour enfants. J'ai trouvé que ce choix a été vraiment un bon choix cette année. Docteur Hoda Wasfi, cette année, les ministres de la Culture et des Télécommunications ont lancé une application baptisée Kitabi, ou Mon Livre, justement, profitant de la technologie pour faciliter la lecture et l'accès aux livres. Comment voyez-vous cette application? Dans quelle mesure il y a des chances de succès pour cette application? Je crois que maintenant, après ce qu'on a appelé le diptyque chinois et puis le AI occidental, je crois que maintenant on ne peut plus ignorer tout ce qui concerne le travail en ligne ou le travail technologique. Maintenant, les choses, vraiment cette année, il y a eu un grand changement. Et puis, le travail tout le temps, vous savez, presque toutes les études maintenant se poursuivent en ligne. Et il y a une transformation. Je dirais même que c'est une grande transformation dans le domaine de la culture pour avoir recours soit à l'intelligence artificielle américaine et européenne, ou l'intelligence qui va être presque gratuite, l'intelligence chinoise, qui est le DeepSeek. Et je crois que c'est on entre dans une ère, vraiment, une ère qui, je ne sais pas jusqu'à où cette ère va nous prendre, mais quand même, on est maintenant dans une atmosphère qui est très, très différente de tout ce que nous avons eu l'occasion de vivre les années passées. Docteur Hoda Wasfi, à l'heure actuelle, les gens suivent les nouvelles sur la presse plutôt électronique ou en ligne. À votre avis, quel est le sort du livre imprimé face aux applications et face à la lecture électronique? Je crois que le livre imprimé restera toujours, malgré tout, quelque chose enfin, c'est une sorte un acquis culturel qui restera toujours dans nos maisons, dans nos bibliothèques. Nous ne pourrons pas du tout travailler tout le temps avec, même, vous savez très bien maintenant que même à l'université, nous travaillons maintenant en ligne, nous avons des cours qui se donnent par exemple en ligne et tout ce que vous voulez, mais n'empêche que le fait de tenir un livre en main ou de consulter un livre en bibliothèque, et je crois que ça va quand même. Je ne vois pas cette image de la culture qui va se détériorer ou qui va continuer à. Enfin, je pense qu'elle restera toujours quelque chose de précieux que tout le monde essaiera de garder malgré tout. Docteur Hoda Wasfi, vous, en tant que professeur, et vous avez des contacts très proches avec les étudiants, est-ce que les nouvelles générations lisent? Je veux dire qu'il y a quelque chose de malheureux dans cette. Je suis vraiment. On ne peut pas s'empêcher de dire qu'on est vraiment estomaqué, vraiment en admiration devant toutes les découvertes de la science. On ne peut pas nier cela. Mais malgré ça, il y a quand même un grand problème avec ce qui se passe pour les étudiants. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, sont consultées en ligne. Les étudiants ne font pas beaucoup d'efforts pour travailler, puisqu'il y a tout est à la portée de leurs mains. Ils ne sont pas du tout concernés par une étude approfondie d'un sujet, et c'est un peu le malheur de cette intelligence artificielle qui permet, n'est-ce pas, d'avoir un travail complètement fait, pas par l'étudiant, mais par cette intelligence artificielle. Je crois que ce sera vraiment une période une transition. Ces découvertes, elles prendront, n'est-ce pas, le temps d'être, n'est-ce pas, consultées, d'être vues. Mais après cela, je crois qu'il restera toujours, c'est
mon impression, que restera toujours le contact avec un livre en main. Je crois que ce contact ne va pas se détériorer. À votre avis, est-ce que grâce aux réseaux sociaux, on peut dire que maintenant c'est plus facile de devenir écrivain? C'est-à-dire on voit beaucoup de tentatives de la part de jeunes écrivains qui ne sont pas encore connus et dont les œuvres sont lancées quand même, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans différentes plateformes. À votre avis, est-ce que c'est vrai que l'ère moderne et la technologie a facilité je vais pas dire la formation d'écrivains, mais le lancement de nouveaux écrivains? Elle a permis de faciliter le contact avec un public plus grand. C'est-à-dire que pour arriver, quelqu'un qui écrivait par exemple il y a une dizaine d'années n'était pas vu aussi rapidement que quelqu'un qui écrit maintenant. Ça c'est vrai. Il y a une sorte, n'est-ce pas, de vitesse incroyable au fait de lancer un travail. Mais restera quand même, à mon avis, restera quand même la valeur intrinsèque de ce travail. Est-ce qu'il mérite l'attention ou bien il ne mérite pas? Et puis il y a autre chose aussi, le fait que l'intelligence artificielle permet aussi des travaux qui sont, je ne pourrais dire, enfin, qui sont copiés finalement. Et là, alors, il y a quand même cette recherche qui se fait maintenant, pas chez nous peut-être, mais en Europe et en Amérique, pour montrer en quelle mesure ces travaux sont copiés et ces travaux ne sont pas le travail d'un écrivain ou le travail d'un étudiant véritable, mais que c'est copié. Et là, je crois que ça va prendre un peu de temps. Nous allons découvrir que tout ce qui était faux va retourner, bien va tomber dans l'oubli quand même. Comment pouvez-vous évaluer la vie culturelle d'une manière générale au sein des édifices universitaires, au sein de l'enceinte universitaire? Ça, il faut dire que quand même il y a, moi en tant que prof de français, je crois que quand même les écoles actuellement chez nous ne donnent pas assez enfin, bien, ne sont pas très responsables vis-à-vis de l'acquisition des langues. Et puis aussi de l'acquisition des connaissances qui restent, qui durent. La plupart du temps, ce sont des choses, ce sont des travaux qui se font près à la surface et vous avez quand même une formation qui n'est pas profonde. Vous n'avez pas de vrais chercheurs maintenant. Mais n'empêche que lorsqu'il s'agit de faire un travail de recherche, et lorsqu'il cet étudiant va arriver à une période où il a besoin, par exemple, de faire une maîtrise ou un doctorat, à ce moment-là, peut-être, les choses vont changer. Je crois que quand même, il faut dire que ce sont des époques, ce sont et c'est pour ça que je dis que le livre restera toujours, malgré toutes ces inventions et tout l'intérêt que l'on a pour cette intelligence artificielle et pour tout ce qui est technologie. On ne peut pas nier, par exemple, que maintenant les choses se font plus rapidement, les choses se font d'une façon... Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut chercher. Il resterait peut-être quelque chose toujours, comme exactement le fait de croire, par exemple, en Dieu, ou bien de croire, par exemple, en quelqu'un, en quelque chose d'assez élevé. Vous resterez toujours, n'est-ce pas, comme disait Mauriac. Il avait une expression qui disait que de tout temps, l'âme a le goût de l'éternité. Et ce goût de l'éternité que nous avons tous, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas croyants, nous avons toujours l'idée qu'on ne va pas être complètement oublié, on ne va pas, même après la mort. Et c'est ça, je crois que le livre est concerné par cette attitude, n'est-ce pas, enfin, une attitude une attitude contre l'oubli. Parce que si vous voulez, maintenant, par exemple, on vient de découvrir des choses qui étaient, par exemple, très attachées à certaines cultures, bien à certaines civilisations, très enfouies dans le passé.
et elles retournent et on les voit. Ça veut dire que les choses restent quand même. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est pour ça que je dis que rien n'est perdu. C'est peut-être une mode. Et puis, il y aura aussi les choses les plus sérieuses qui seront toujours considérées comme un travail de la conscience et de la réflexion humaine que la technologie ne va pas complètement démolir. Une dernière question, Madame Hoda Wasfi. Il y a toujours eu une polémique concernant la traduction littéraire. À votre avis, est-ce que la traduction littéraire est fidèle au texte ou est-ce que le traducteur laisse son empreinte? C'est-à-dire, est-ce que c'est un texte fidèle au texte original ou il y a toujours une distance? Toujours, il y a eu dans les traductions, il y a toujours eu des débats. On a toujours parlé de traduction fidèle, traduction, même il y a enfin une expression qui dit traduction fidèle, pas tellement bien, traduction infidèle, est très bien, quelque chose comme ça, mais je ne me rappelle pas exactement la phrase, mais la traduction n'a jamais été une traduction fidèle. Si elle est fidèle vraiment, elle n'aura pas beaucoup de goût, parce qu'il y a quand même celui qui intervient, celui qui prend en charge ce texte qu'il doit traduire dans une autre langue. Et là intervient quand même l'empreinte de quelqu'un qui est quand même, il y a une empreinte humaine qui quand même ne peut pas, complètement être détruite parce que c'est une traduction, fidèle. Je crois que toutes les traductions fidèles n'ont pas beaucoup de goût et que toutes les traductions infidèles, où on sent la présence de celui qui a traduit, elles sont toujours plus goûtées, plus expressives et plus intelligentes et puis plus humaines aussi. Docteur Hoda Wasfi, vous êtes professeur à la faculté des lettres françaises à l'université d'Ain Shams. Merci beaucoup pour votre intervention. Il faut dire que le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par le Conseil suprême des Antiquités générales égyptiennes pour la promotion du tourisme, a participé au Salon international du livre au Caire dans sa 56e édition. Et comme on l'a dit, cette édition qui a commencé le 23 janvier et doit se poursuivre jusqu'au 5 février, donc vous avez le temps. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les ministres de la Culture Ahmed Hanno et des Télécommunications et des Technologies de l'Information Amr Talat ont assisté vendredi 24 janvier au lancement de l'application Kiteb ou Livre. Cette application vise à faciliter l'accès aux livres et aux contenus culturels grâce aux moyens technologiques les plus récents selon un communiqué officiel. Le lancement de cette application coïncide avec la 56e édition de la Foire du livre du Caire. L'application donne accès à une grande bibliothèque numérique contenant une grande variété de livres publiés par le ministère de la Culture dans tous les domaines du savoir, ce qui permet aux citoyens de bénéficier d'un contenu culturel diversifié et nouveau, a déclaré le ministre de la Culture. Cette initiative vise à fournir un vaste contenu culturel et informatif à travers les plateformes numériques en permettant aux utilisateurs d'accéder facilement à des livres dans divers domaines. Il s'agit d'une bibliothèque numérique accessible à tous gratuitement, a annoncé Talat. En créant un compte sur l'application, le lecteur peut avoir accès à un large éventail de livres. Il peut créer sa propre bibliothèque avec la possibilité de prendre des notes, de souligner des phrases et de rechercher des mots sur Google ou sur Wikipédia. Les lecteurs peuvent également lire des livres en ligne ou télécharger des livres pour une lecture hors ligne. Le prochain lancement de l'application devrait inclure des services de synthèse vocale et la possibilité d'acheter des livres.